Bonjour tout le monde. Après avoir vous présenté donc les structures répétitives, les boucles, la boucle for, while et puis de while, on va consacrer cette séquence à trois exercices pour bien comprendre le concept de ces différents types de boucles. Donc le premier exercice, ça va être sur la fonction factorielle. Puis le deuxième exercice autour de plus grands diviseurs communs. Et à la fin, donc un exercice pour gérer les menus en général. Alors, on commence par l'énoncé concernant le factoriel. Ce qu'on veut demande, écrire le programme C, donc qui permet de calculer le factoriel d'un entier. Sachant que mathématiquement, donc le n factoriel, il est défini par la façon suivante. Si n est égal à 0, donc on va retourner 1. Si n est différent de 0, puisqu'on parle des entiers positifs supérieurs strictement à 0, le n factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel, ainsi de suite. Dans le tableau suivant, vous avez donc les différentes valeurs. Le 1 factoriel, c'est 1. Le 2 factoriel, c'est 1 fois 2. Le 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 qui est égal à 6, ainsi de suite. Donc la première question qui se pose, est-ce que j'aurais besoin de la boucle pour répondre à cet exercice? Je vous demande de remarquer que dans ce tableau, donc on utilise la boucle quand il y a un traitement qui se répète. Et là, je vous demande d'identifier le traitement qui se répète dans le tableau suivant. Chaque fois que la valeur de n incrémente, je vous demande de remarquer que le nombre d'opérations de multiplication s'augmente en parallèle. C'est-à-dire là, il y a un traitement qui se répète, c'est la multiplication. Après, la deuxième question qui va se poser, est-ce qu'on connaît le nombre d'itérations dès le départ? Est-ce qu'on connaît combien de fois on va répéter ce traitement pour arriver au calcul de n factoriel? Pour répondre à cette question, donc on va séparer notre, si vous voulez, algorithme ou bien notre programme en deux parties. Donc il y a la phase d'analyse dans laquelle il faut définir quelles sont les données d'entrée, les données de sortie, les données intermédiaires. Et puis la phase de conception, quel traitement vous allez utiliser, comment vous allez réunir entre ces différents éléments et quelles sont les formules que vous allez mettre en place. Selon l'énoncé que je vous ai montré tout à l'heure, le factoriel a besoin d'une donnée d'entrée, c'est le n qui est de type entier. Donc j'aurai besoin d'une donnée d'entrée, n de type entier. Le résultat, si je reviens avec vous ici, lui-même c'est un entier, selon le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Des coups, si la donnée d'entrée est un entier, donc la donnée de sortie quant à lui, le f lui-même est un entier. J'aurai besoin d'une variable intermédiaire donc qui va compter, puisque là on commence à partir du 1, on termine à partir dès qu'on arrive à n, puisque si on revient vers la formule, donc le n il est comprise. Si factoriel de 1, de 2, donc on fait le calcul jusqu'à 2. Pour le 3, on fait le calcul jusqu'à 3. Et là, je vous demande de remarquer qu'on commence à partir de 1 jusqu'à la valeur de n. Alors, pour la phase d'analyse, pour la phase de conception plutôt, donc la première des choses, il faut déterminer quel traitement, quelle structure vous allez mettre en place. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un traitement qui se répète, c'est la multiplication. La question qui se pose, quel type de boucle je peux intégrer? Est-ce que c'est la boucle for, while ou bien de while? Pour répondre à cette question, il faut répondre à la question précédente, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez le nombre d'itérations? Selon le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, je connais le nombre d'itérations. Je commence de 1 jusqu'à n. Et du coup, donc, si vous connaissez le nombre de répétitions dès le départ, on va utiliser la boucle for. Maintenant, en termes de formule. Donc, quand le i est égal à 1, le f est égal à 1. Le i, c'est le compteur qui va parcourir la série de 1 jusqu'à n. Quand le i est égal à 2, alors f est égal à 2. Quand le i est égal à 3, alors f est égal à 6. On aimerait bien trouver une relation entre les anciennes et les nouvelles valeurs. Il apparaît bien que le 6 que vous avez ici, c'est la nouvelle valeur de i, qui est la valeur 3, multipliée par l'ancienne valeur de f, qui est la valeur 2. Et 6 fois 2, 3 fois 2, ça va donner 6. Donc la même chose ici. Donc le 2, c'est la nouvelle valeur de i fois l'ancienne valeur de f.
bah, il apparaît bien à partir du tableau que je vous ai montré tout à l'heure qu'on sort avec la formule suivante. À chaque fois qu'on incrée, à chaque fois qu'on boucle, automatiquement, la nouvelle valeur de f, ça va être l'ancienne, puisqu'il ne faut pas oublier que vous allez multiplier de 1 jusqu'à n, c'est l'ancienne multiplication fois la nouvelle valeur de i qui pointe sur les différents nombres de votre série. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va traduire l'algorithme en langage C. Bah, du coup, je vais demander de lancer div C++ pour qu'on puisse mettre en place ces différentes instructions. Donc, on va créer un nouveau projet de type console, project. Je vais l'appeler exercise project. Ben, je l'ai mis à ce niveau-là, donc exercise. Et on va faire la traduction de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, au niveau de main, donc j'aurai besoin de combien de variables? Le n, puisqu'on aimerait bien calculer le n factoriel, le i qui joue le rôle de contour, et le f. Donc, je déclare n, virgule, i le contour, virgule, f. Alors, quelle est la valeur initiale de f? Sachant qu'il doit contenir le résultat d'un produit, donc automatiquement doit être commencé par la valeur. Alors, par la suite, for i allant de 1 est inférieur ou égal pour le n. Comme je vous ai montré tout à l'heure, la valeur de n est comprise. Du coup, ça va être inférieur ou égal à n et plus plus. Dans ce cas-là, donc, on va mettre en place la formule que je vous ai montré tout à l'heure. À chaque fois qu'on avance dans la boucle, la nouvelle valeur de f, c'est l'ancienne valeur de f dans l'itération précédente fois la nouvelle valeur de i. Et quand on sort, on va afficher donc printf factoriel de pourcentage d et pourcentage d anti-slash new pour revenir à la ligne. Ici, c'est le format. Et là, donc, je remplace le premier d par n et le deuxième d par f. Et je mets point virgule à la fin. Mais avant de faire ça, donc, j'affiche un message, un printf anti-slash n factoriel anti-slash n. Je peux même aller plus loin que ça, demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Alors à ce niveau-là, je vais lui dire printf saisir la valeur de n. J'utilise scanf pour récupérer la valeur de n avec pourcentage d décimal et l'adresse mémoire de n c'est e commercial n. Selon la valeur donnée par l'utilisateur, je vais faire une boucle qui va commencer à partir de 1 jusqu'à n. À chaque fois que je suis dans une itération, la nouvelle valeur de f, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la phase de conception, est l'ancienne valeur fois la valeur de i. Quand je sors, j'affiche le résultat, le factoriel de n et le f, puisque c'est lui qui contient le résultat de la multiplication. Je recompile, je réexécute. Alors c'est normal, il me donne un problème ici puisque j'ai oublié un point virgule. Alors, je recompile et puis je réexécute et il va me demander la valeur de n. Je donne 5 par exemple. Je donne 3 dans un premier temps. Et là, donc il va faire la boucle. Le 3 fois, puisque le factoriel de 3 c'est 1 fois 2 fois 3. Donc ça donne la valeur 6. Si je lui donne la valeur 0, alors dans ce cas-là, est-ce qu'il va rentrer dans la boucle? Il ne va pas rentrer dans la boucle. Il sort, il affiche que le factoriel de 0, f n'a pas changé sa valeur, voilà sa valeur initiale. Et du coup, il va nous afficher la valeur 1. Si je lui donne le 5, normalement, il faut qu'il génère la valeur 120. Et du coup, voilà donc un exemple concret de l'utilisation
si vous voulez, dans notre, en quelque sorte, dans notre boucle for. Alors, je reviens à la présentation, on passe au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on vous demande d'écrire un programme C qui permet de calculer le plus grand diviseur commun entre deux entiers A et B, selon un algorithme qui porte le nom de l'algorithme d'Euclide. Donc, ce qu'on va faire, c'est la traduction de cet algorithme. Alors, l'organigramme de l'algorithme est le suivant. Vous allez demander à l'utilisateur deux entiers A et B. Votre programme, il doit calculer le reste de la division euclidienne de A par B. Si le reste est égal à 0, on s'arrête à ce niveau-là. On va dire que le B divise A et on sort, on affiche le résultat. Si le R est différent de 0, Euclide nous exige de passer à l'itération suivante. Pour passer à l'itération suivante, on ne va pas garder les mêmes valeurs pour A et B. A prend la valeur de B et B prend la valeur de R. C'est-à-dire, Euclide a la règle suivante. Si vous voulez calculer le plus grand diviseur commun entre A et B, vous allez donc tester le reste. Si le reste est égal à 0, on s'arrête à ce niveau-là et on va dire que le B, c'est le plus grand diviseur commun puisqu'il divise à lui-même et il divise le 1, sachant que le reste est égal à 0. Si le reste est différent de 0, selon Euclide, il faut aller chercher le plus grand diviseur commun entre la nouvelle valeur de A qui prend l'ancienne valeur de B et la nouvelle valeur de B qui prend l'ancienne valeur de R. C'est ce qui montre le schéma ou bien l'organigramme de l'algorithme d'Euclide. Donc, avec la même façon, dans la phase d'analyse, il faut déterminer les différentes données dont vous aurez besoin. Pour les données d'entrée, selon l'énoncé, j'aurai besoin de deux entiers A et B pour que je puisse calculer le plus grand diviseur commun. Pour les données de sortie, j'aurai besoin de PGCD, donc c'est un entier. Et pour les variables intermédiaires, j'aurai besoin de R. Et R, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Quand je prends par exemple 4 et 6, 6 divisé par 4, ça va donner donc 1 et le reste 2. Donc le reste de la division euclidienne de 6 par 4, c'est 2. Maintenant, pour la phase de conception, est-ce que dans cet exemple, on peut utiliser la boucle for? Autrement dit, est-ce que vous connaissez le nombre d'itérations dès le départ? Il apparaît bien selon l'organigramme que je vous ai montré tout à l'heure que je n'ai pas une information sur le nombre d'opérations et de divisions que je dois effectuer pour arriver à la valeur finale. Du coup, la boucle for n'est plus possible dans cet exemple. Il reste maintenant while et puis de while. Il apparaît bien que selon l'organigramme que je vous ai montré tout à l'heure, il faut vérifier la valeur de R avant de faire quoi que ce soit. Du coup, je dois vérifier la condition avant l'exécution de l'action et du coup, on parle de la boucle while qui permet de vérifier avant d'exécuter. Du coup, on va utiliser la boucle while. Deuxième des choses, on prend l'exemple suivant, on applique l'organigramme de tout à l'heure sur l'exemple suivant. Supposons que A est égal à 24 et B est égal à 6. Le R, qui est la division euclidienne de 24 par 6, ça va donner 2. Plutôt, donc ici, je me suis trompé pour l'exemple. Normalement, je parle de 26, puisque le 24 divisé par 6, ça donne 4, et du coup, donc ici, je parle de 26, plutôt que ici, je parle de 26. Alors, donc dans l'exemple qu'on va traiter, supposons que le A est égal à 26 et B est égal à 6. Alors, la division euclidienne de 26 par 6, puisque 6 fois 4, ça donne 24, moi, on va le retrancher à partir de 26, ça va donner 2. Est-ce que le R est égal à 0 pour qu'on puisse arrêter? Il apparaît bien que le R est différent de 0. Alors, A, il va changer sa valeur, donc il va prendre l'ancienne valeur de B. La nouvelle valeur de A, c'est l'ancienne valeur de B. Du coup, A est égal à 6. Et B va prendre la nouvelle valeur de B, c'est l'ancienne valeur de R. Pour notre cas tout à l'heure, le R, c'est 2. On va refaire le même travail entre la nouvelle valeur de A et la nouvelle valeur de B. On va calculer le reste de A
par B, c'est le reste de la division euclidienne. On divise 6 par 2, ça donne comme quotient 3 et le reste c'est 0. Une fois donc le reste est égal à 0, on va s'arrêter. Et quel est le plus grand diviseur commun entre les deux? Donc entre 6 et 2, le plus grand diviseur commun c'est le 2, c'est la dernière valeur de B. Du coup, donc le BGCD est égal à la dernière valeur de la variable B. On passe maintenant à la traduction de cet algorithme en langage C. Alors, je bascule vers div C++. Alors, je vais copier, si vous voulez, cette instruction. Ici, on parle de PGCD. Je déclare les deux variables, int A et puis B. Je demande à l'utilisateur de saisir A et B. Donc, printf, saisir A. Scanf. Le pourcentage D pour le décimal et pour accéder à l'adresse mémoire, c'est E commercial A. Le travail que j'ai effectué pour A, je vais le faire pour le B. Donc, je lui demande de saisir B. Et puis, je fais appel à l'adresse de B. Selon l'algorithme d'Euclide, il faut calculer le reste pour qu'on puisse faire la comparaison. Je vais déclarer, donc ici, j'ai oublié de déclarer un R, qui est le reste. Alors, si j'ai la valeur de A et de B, R est égal à modulo B. Le pourcentage, c'est le symbole qui permet de calculer le reste de la division euclidienne de A par B. Et là, donc, quel type de boucle on va utiliser? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc, c'est la boucle while. Donc, des coups, while, R est différent de 0, point d'exclamation égal. Tant que R n'a pas arrivé à 0, c'est-à-dire je n'ai pas trouvé encore le plus grand diviseur commun. Je vous ai dit que la nouvelle valeur de A, il devient B. La nouvelle valeur de B, il devient R. Et si A et B changent leur valeur, automatiquement, le R, il va porter une nouvelle valeur en se basant sur la nouvelle valeur de A, celle de B. Et quand on sort, on va afficher printf, le PGCD entre A et B égale, et là, donc, je mets le PGCD, le PGCD égale directement, si vous voulez, la dernière valeur de B. Donc, on va tester l'exemple. Pour le factoriel, il va nous afficher cette valeur. Pour le PGCD, donc ce qu'on va faire, on va saisir la valeur de A, comme tout à l'heure 26. On va saisir la valeur de B6. Automatiquement, le PGCD est 2. Et là, donc, il nous affiche même le factoriel. On doit régler ce problème tout de suite. Alors là, il faut faire attention. Cette instruction qui permet de faire l'affichage, j'aurais dû le faire à ce niveau-là, avant le PGCD. Alors, on réexécute notre programme. Je donne la valeur 5, ça donne 120. C'est le résultat de factoriel. Pour le PGCD, je donne le 26. 6 et automatiquement, le PGCD, c'est 2. Je fais la simulation avec d'autres valeurs. Je donne la valeur par exemple 15 puis 5. Ça va donner 5. C'est le plus grand diviseur commun. Et là, je vous demande de remarquer une chose très importante. Peut-être quelqu'un parmi vous, il va nous dire qu'en quoi je dois vérifier quelle est la valeur la plus grande pour que je puisse faire la division. Normalement, quand on fait modulo, il va prendre le premier chiffre, il va le diviser le plus grand chiffre avec le deuxième. Je donne pour le A par exemple 8. Je donne pour le B 32. Et là, je me demande de remarquer qu'on va se retrouver, c'est-à-dire que le modulo, on n'est pas obligé de vérifier que le A est supérieur à B ou bien l'inverse, puisque le symbole modulo que j'avais mis ici, automatiquement, il prend le plus grand chiffre et le divise par le plus petit, il nous retourne le reste. Et voilà donc l'exemple concernant le deuxième exercice. Je reviens à la présentation. On passe maintenant au troisième exercice. Alors, pour le troisième exercice,
on aimerait bien écrire le programme C, donc qui demande à l'utilisateur deux entiers, A et B, comme le cas de tout à l'heure. On va utiliser les mêmes valeurs si vous voulez, de la deuxième simulation, du deuxième exercice. Puis affiche le menu addition, soustraction, multiplication, division. Et puis fin de programme. Si l'utilisateur, selon son choix, s'il choisit la valeur 1, donc c'est-à-dire qu'il demande le traitement d'addition, s'il choisit la valeur 2, c'est la soustraction. S'il veut quitter le programme, c'est la valeur 5. Donc pour les données d'entrée, c'est le A et le B, ainsi que le choix de l'utilisateur qui est entre 1 et 5. Données de sortie, c'est le résultat de calcul. Donc ça va être un entier ou bien la fin du programme. Donc ça dépend du choix de l'utilisateur, bien sûr. Ben, maintenant, la question qui se pose, c'est que quel est le traitement qui se répète dans cet exemple? Ce qu'il faut retenir, c'est que après avoir saisi A et B, l'utilisateur va faire le choix de l'addition. Ben, le programme il va afficher le résultat. Est-ce qu'on est arrivé à la fin du programme? Pas encore. Du coup, on va réafficher encore le menu principal pour lui demander de choisir une autre valeur. Soit 2, soit 3, 4, etc. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'on sort du programme? C'est lorsqu'on arrive à un choix dont la valeur est égale à 5. Ben, il apparaît bien que on doit afficher pour l'utilisateur, c'est-à-dire on va exécuter l'action qui permet d'afficher le menu. Et par la suite, on va vérifier le choix de l'utilisateur. Est-ce qu'il veut continuer toujours avec notre programme ou bien quitter? Dans cet exemple, est-ce qu'on connaît le nombre d'itérations? Comme l'autre, on ne connaît plus le nombre d'itérations. Du coup, la boucle for n'est plus possible. On est entre while et puis de while. Il apparaît bien que là, il faut exécuter quelque chose au départ, puis vérifier le choix de l'utilisateur. Du coup, vous allez voir dans la phase de conception, on vous recommande l'utilisation de la boucle de while. On va passer maintenant à la mise en place de ce programme. Bah, au niveau de notre éditeur, bah, je vais copier encore cette instruction. Je le mets à ce niveau-là. Ici, donc, menu de calcul, par exemple. On a déjà le A et le B. On va déclarer tout simplement une variable int choix. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser la boucle de while. Donc, do while. Alors, quand est-ce qu'on va répéter l'affichage de menu? Selon l'énoncé de tout à l'heure, dès que l'utilisateur ne prend pas, donc ne saisit pas la valeur 5. Donc, while choix différent de 5. Tant que le choix est différent de 5, on va exécuter les instructions qu'on va mettre ici. On va supposer le A et le B sont déjà là, donc on les a saisis dans la deuxième simulation pour le deuxième exercice PGCD. On affiche pour l'utilisateur un menu principal, découpe printf. 1, c'est l'addition. On utilise un anti/t pour la tabulation. 2, c'est la soustraction, anti/t. 3, c'est la multiplication, anti/t. Et puis 4, c'est la division. Et puis anti/n pour faire le retour à la ligne. On affiche à l'utilisateur le menu principal. On lui demande de saisir le choix, donc printf, saisir votre choix entre 1 et puis 5. Donc on demande à l'utilisateur de saisir une valeur entre 1 et 5. Et là, on va tester avec 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'intégrer les structures conditionnelles. Et comme je vous ai montré lors d'une séquence autour des structures séquentielles, structures conditionnelles plutôt,
Si le nombre de, si vous voulez, de conditions dépasse 3, il faut utiliser un switch case. Je fais appel à switch, choix, et là je vais définir les différents cas. Alors case 1, printf, addition égale 2 plutôt, donc addition égale, donc bien sûr j'aurai besoin ici de pourcentage D, virgule c'est A plus B. Il ne faut pas oublier le break qui permet de forcer la sortie de cette structure. Et je ferai de même pour les autres cas. Donc, puis s'il s'agit de 2, donc printf soustraction, c'est A moins B. S'il s'agit de 3, donc c'est la multiplication, A fois B. Donc s'il s'agit donc de 4, à ce niveau-là, on va parler de, si vous voulez, division. S'il s'agit de 5, on va lui afficher comme quoi fin du programme. Donc ici, on parle de fin programme. J'enlève donc cette expression. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le cas default, comme je vous ai montré lors de structure conditionnelle, switch case. S'il donne une valeur qui sort de cet intervalle, alors printf, choix, doit être entre 1 et 5. Anti/n, et puis point virgule. Alors la même chose ici, donc j'ai oublié le anti/n. Il faut le mettre partout, sinon on aura donc un affichage illisible pour les utilisateurs. Et là, donc, je demande l'utilisation de l'opérateur do. On affiche à l'utilisateur, donc à chaque fois, on affiche au départ le menu. On lui demande de saisir une valeur selon le choix fourni par l'utilisateur. Puisque là, on a oublié une chose très importante, c'est que scanf qui permet de lire le choix avec pourcentage D et puis E commercial choix. On va lire la valeur, puis on va le comparer avec les valeurs suivantes avec switch case. S'il s'agit de 1, c'est l'addition s'arrête. S'il s'agit de 2, c'est la soustraction s'arrête, ainsi de suite. S'il donne une valeur qui sort de cet intervalle, on va lui afficher le message suivant. Une chose très importante, il ne faut pas oublier pour ne pas avoir donc un conflit lors de l'exécution que la valeur de A et de B dans la deuxième simulation, dans le PGCD, changent leur valeur. Du coup, je vais copier le même, je vais retaper encore la valeur de A et B quand je veux exécuter donc les instructions de ce troisième exercice. Alors, je recompile. Il manque un point virgule à la fin de while de notre de while. Le premier exemple, c'est pour le factoriel. Le deuxième exemple, c'est pour le PGCD. Le troisième exemple, on donne la valeur de A, 5 par exemple, la valeur de B, 3 par exemple. Alors là, il nous affiche le menu principal. Donc j'ai oublié le 5 que c'est la fin du programme. Donc quand je mets 1, il va m'afficher l'addition est égale 5 plus 3, 8. Et puis à nouveau le menu principal. Je suis toujours sous l'exécution de programme. Je lui donne 4, il va m'afficher donc la division. Je lui donne 3, il va m'afficher donc la multiplication. Quand est-ce que ça s'arrête? Dès que j'appuie sur l'utilisateur saisit la valeur 5 et appuie sur la touche entrée. Dans ce cas-là, on va arrêter le programme. Et voilà, donc durant ces 3 exercices, c'était l'occasion de vous montrer donc ces différentes simulations concernant le traitement de factoriel. Là, on a utilisé la boucle for.
Le plus grand diviseur commun où le nombre d'itérations n'est pas reconnu dès le départ, là on a utilisé le while selon l'algorithme d'Euclide. Et pour afficher ce menu de calcul, on aimerait bien exécuter l'action avant la vérification de la condition et du coup c'était l'utilisation de la boucle de while. Donc la séquence prochaine, on va consacrer à la gestion des tableaux. Il apparaît bien que jusqu'à maintenant, les différentes variables qu'on a utilisées, c'est des variables qui peuvent avoir qu'une seule valeur, sachant que dans des situations, vous aurez besoin d'une variable qui peut supporter plusieurs valeurs. Et du coup, donc la prochaine séquence, on va consacrer aux gestions des tableaux en langue C. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.